Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous accorder encore un peu de votre temps pour suivre cette tranche qui aujourd'hui est réservée un tout petit peu à la santé parce que nous visitons un de nos grands médecins congolais qui œuvre ici en faisant beaucoup de miracles en Afrique du Sud. Puisque je ne voudrais pas détruire les termes médicaux, j'aimerais que le docteur Balenda, bonjour docteur Georges Balenda. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore c'est quoi votre spécialité? Merci beaucoup pour la question. Oui. Je vous remercie d'abord pour venir me rendre visite. Merci de nous recevoir et de nous accorder de votre précieux temps. Oui. Non, mais c'est bien, effectivement, je fais actuellement ici. Oui. Je suis enregistreur de médecin, oui. Et je fais la chirurgie. Oui. Et à côté de cela, j'ai une spécialité dans la chirurgie plastique et de reconstruction. Ouais. Et c'est... Il faut dire que je suis sud-africain déjà, et installé ici en Afrique du Sud depuis les 35 ans. Okay. Ça, c'est une spécialité qui est assez développée. Et s'il y a une demande quand même forte, quoique c'est encore beaucoup plus dominé par c'est racial aussi, hein, parce que le moyen. Parce que pour la plupart, en dehors de la reconstruction pure, l'esthétique est vraiment beaucoup plus privé par rapport aux autres opérations qui sont encore un peu supportées par le medical aid, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Okay. Chirurgie de reconstruction, docteur. Est-ce que c'est seulement, vous dites que c'est un peu privé, mais est-ce que le Congo bénéficie un tout petit peu aussi de tout ce que vous avez comme connaissance? Oui, en fait, c'est ce que je voudrais un peu, de temps en temps, quand j'y vais, apporter un peu cette innovation, je peux dire, ou cette chirurgie, dans notre contexte à nous. Alors, il faut faire la différence. Quand je parle de la reconstruction, je donne un exemple simple. Quelqu'un, un malade qui a été victime d'accident de trafic routier et qui se retrouve avec une grande cicatrice sur la face, sur la peau et tout ça, et qui affecte son estime propre, avec bien sûr d'autres conséquences. Alors, ce genre de déformation mérite quand même une attention. S'il y a une cicatrice qui est vraiment disgracieuse, il faut l'améliorer. Vous pensez qu'au pays, on a aussi des médecins qui pratiquent la même chose que vous? Juste par curiosité. Bon, je ne peux pas citer les noms. Oui, mais ça existe. Il y en a qui font, mais qui sont des chirurgiens généraux. Ils le pratiquent parce que ils ont quand même certaines compétences. Quand il s'agit de la chirurgie, des vrais plasticiens, je ne sais pas si on peut en compter 10 au pays. Mais docteur Balenda, là vous revenez du pays. Quelles sont les nouvelles de la RDC et comment se porte le domaine médical de chez nous, dans votre domaine, de manière générale écoute, le secteur médical, je ne voudrais surtout pas comparer à ici. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu interruption dans l'évolution de la pratique médicale ici. Dans son organisation, dans les moyens qui sont mis à la disposition, et puis de toi, la valeur marchande
Okay? Parce que c'est une profession libérale, il ne faut pas oublier la pratique médicale, c'est une profession libérale. Alors, l'accessibilité à ces services-là demande aussi un certain pouvoir d'achat. Exactement. Ça, c'est en dehors de ce que le gouvernement offre comme couverture. Alors, c'est bien spécifié. Bon, alors, le secteur médical, dans son système, il y a le réseau, le niveau primaire, et le niveau secondaire, il y a le niveau tertiaire. Malheureusement, je n'ai pas le nombre d'hôpitaux, ok? Mais en tout cas, ce sont du moins dans le secteur de l'État. Oui. Ah, c'est vraiment assez développé. Ça, c'est l'héritage de ce qui a été légué par l'ancien apartheid. Ah, ok. Et c'est ce système-là qui a permis de savoir le nombre de médecins qui ont fonctionné et qui doivent rendre ce système opérationnel de façon optimale. Voilà. La santé de notre médecine à nous, au pays, vous en venez? Quelles sont les nouvelles? Bon, écoute, le gros employeur, c'est l'État. Ok. À mon avis, je ne pense pas qu'il y ait un budget consistant pour couvrir vraiment le service. Bon, il y a une opération qui est en cours, j'applaudis, la couverture en santé primaire, mais comme toujours, les trois composantes d'un bon fonctionnement de ce système-là, c'est 1, les infrastructures, 2, les ressources humaines, 3, le budget. Il faut un budget costaud pour pouvoir répondre aux besoins qui sont énormes. Et le personnel et le budget, je ne penserais pas que ça ferait problème si le pays s'organisait assez mieux pour mettre les moyens en place pour que, par exemple, la main-d'œuvre qui existe ici déjà des Congolais, par exemple que vous êtes docteur, je ne pense pas que vous n'allez pas vouloir faire bénéficier le pays de votre savoir et éventuellement tous vos autres collègues dans les différents secteurs, que ce soit en gynécologie, pédiatrie, tout ce que vous savez déjà ici, vous aimeriez bien, n'est-ce pas, aller aider le pays avec toutes ces connaissances. Je pense que déjà ça, quelque part, c'est résolu, enfin je pense. Et les infrastructures, je pense qu'il commence à y en avoir, peut-être, puisque vous en venez. Oui. Bon, donc on peut dire que c'est quand même un peu résolu. On doit juste commencer à mettre les structures en place. Non, il y a des gros efforts. Non, soyons sincères. Il y a des gros efforts à faire. Non, ce pays-là est vaste. Hein? Oui. Oui. Alors, si je prends sur le plan politico-administratif, les provinces, il y en a combien? Et combien d'hôpitaux, tertiaires qu'il faut dans chaque province? OK? Tertiaire, j'ai dit, académique, universitaire. Il en faut dans chaque province, s'il ne faut pas 3 ou 4 par province. Ouais, parce que je considère d'abord, l'état de ces provinces et de 2, la population à servir. On comprend? Ça, c'est le tertiaire. Et le tertiaire, c'est vraiment le secteur qui dicte, qui dicte tout le reste. Alors, le secondaire, c'est un peu comme les hôpitaux régionaux. Okay? Normalement, le secteur, si je prends l'exemple de Kinshasa, les cliniques universitaires, il y en a combien? Et ça, c'est le secteur tertiaire. Et tous les autres, là, je présume que ce sont des hôpitaux secondaires qui doivent opérer. Espérons bien qu'après les universités viendra le tour des hôpitaux universitaires sur l'étendue de toute la RDC pour qu'on arrive à ce niveau-ci où vous êtes en République sud-africaine. Alors, docteur, l'actualité ici en Afrique du Sud, le monde le sait maintenant, est dominée par les actes xénophobiques qui se vivent ici et là, spécialement à Durban, mais aussi ça se fait ressentir aussi depuis un certain temps. Les Sud-Africains sont un peu réticents par rapport aux étrangers. Et est-ce que ça affecte votre travail ou pas du tout? Bon, peut-être oui, je peux dire. Parce que c'est un sentiment qui s'est développé. Oui.
Mais malheureusement, ce mouvement-là, à mon avis, n'est pas assez... ce mouvement n'est pas assez objectif. Et ce n'est pas aussi coordonné pour faire la différence entre les illégaux et ceux qui sont légalement établis et dans les différents secteurs. Oui. Malheureusement, il se crée une grande confusion parce qu'au départ, il disait être en train de combattre tous ceux qui sont illégaux, mais on retrouve malheureusement dans le lot de ceux qui seraient illégaux, on trouve des étrangers qui sont documentés, mais qui sont tous, à qui on a demandé de vaquer. Carrément, et qui se retrouvent déjà être en train de partir ou déjà partis. On parle des Malawites, des Ghanéens, des Nigérians, parce qu'à un certain moment, ça ne valait plus, ils ne vérifiaient plus les documents, ils ne vérifient pas. Du moment qu'ils sentent l'accent qui n'est pas d'ici, on vous demande de partir. Vous dites que ça affecte un tout petit peu seulement dans votre travail? Je ne peux pas mesurer l'impact, mais je parle des sentiments. Oui. Voilà. Oui. Je parle des sentiments généraux. Quand on parle des illégaux, effectivement, je ne sais pas le fondement même de ça. C'est tout à fait normal que les illégaux représentent un problème dans tous les pays du monde. Okay. Mais ici, on semble ne pas répondre à un problème en pointant du doigt les illégaux. Ouais. Bon, si on les identifie, s'ils sont réellement illégaux, comment ils les sont définis? Donc, ça veut dire quoi? Il y a une faiblesse au niveau du Home Affairs peut-être, et au niveau de l'administration, ou bien la sécurisation des frontières. Alors, ce sont... Je ne veux pas discuter des conséquences, mais plutôt nous focaliser sur les causes. Si tu veux incriminer quelqu'un, tu dois aussi toi faire ton analyse. Est-ce que je n'ai pas péché par défaut? Et c'est ce problème-là qui serait à la base de ce que nous allons débattre. Bon, le chômage, partout il y en a. Effectivement, on en parle, mais c'est des taux différents. Mais ce chômage-là, c'est dans quel secteur? Exactement. Il faut définir le secteur où il y a le chômage. Et si vous voulez réellement résoudre ce problème-là, vous l'attaquez par rapport aux besoins que vous devez. C'est comme qui dirait que nous avons par exemple une insuffisance de main-d'œuvre technique. Bon, ceux qui arrivent là-bas, dans la majorité des cas, ce sont des illégaux économiques. Chez eux, ils n'ont pas suffisamment, ils ont peut-être les skills, ils ont peut-être l'expérience, ils ont une certaine technicité, mais qui n'est pas assez suffisamment rémunéré chez eux. C'est cela qui arrive. Bon, nous avons un secteur agricole qui est très vaste. Et là aussi, on a besoin de main-d'œuvre. Bon, cette main-d'œuvre-là n'est pas une main-d'œuvre très, très qualifiée, mais c'est une main-d'œuvre qui est hautement demandée parce qu'il y a des services qui doivent être, il y a la production qui doit être entretenue. Alors, est-ce qu'il y en a ces gens-là qui sont préparés à travailler dans ce secteur-là? Je ne pense pas. Donc, c'est ça. Mais la régularisation maintenant de ces gens-là, ça pose des problèmes. Et le troisième aspect, c'est quoi les SMIC? C'est-à-dire que quel est le salaire qui est donné, qui est réservé aux emplois? Est-ce que ce salaire-là va de pair avec la législation du travail? Est-ce que ceux qui veulent employer ces gens-là, parce qu'il y a aussi des tricheurs dans ce secteur-là, ils ont des postes, mais ils ne veulent pas payer les gens suffisamment. Alors, ils utilisent maintenant ces illégaux là-bas pour les exploiter. Pour les exploiter. Alors ça, c'est des problèmes. Donc, en fait, bon, je n'ai pas la capacité de tout gérer, mais il faut une réponse appropriée. Alors, le mouvement de masse comme ça, il faut le gérer. Parce que ce mouvement de masse là-bas, quand ce n'est pas géré, ça répand, ça affecte maintenant tout le monde. Même ceux qui sont taxpayers, ceux qui sont payent des taxes là-bas, maintenant se voient maintenant dans la menace parce qu'il n'y a pas un contrôle. Il n'y a pas un contrôle. Donc c'est tout ça. Bon, à un moment donné aussi, nous, il faut dire que nous avons péché aussi d'une chose. À un moment donné, les pays ici avaient besoin
d'un personnel qualifié. Oui, parce que là, je voulais en venir. Oui. Beaucoup de médecins congolais, par exemple, ont été formés ici et on se retrouve maintenant actuellement, les Sud-Africains donnent difficilement les visas spéciaux ou special skills. Ils disent qu'ils produisent eux-mêmes maintenant par année un peu plus de 1000 médecins avec le Cuba. Mais est-ce que vous pouvez confirmer ça? Est-ce que c'est une menace maintenant pour vous, médecins d'origine étrangère? Non, il y a une limitation, bien sûr. Maintenant, ils vont limiter le recrutement de médecins. Le recrutement de médecins étrangers, parce qu'ils en ont formé. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Ceux qui ont formé, ont-ils la compétence de remplacer tous les spécialistes là? Non. Non. Donc, il faut un certain temps. Exactement. Moi, il y a un problème de gestion, de planification et de gestion. Le gros employeur, c'est l'État. Et l'État doit disposer des moyens pour pouvoir recruter tout ce monde. Oui. Vous comprenez? Oui, alors, si les moyens ne sont pas là pour recruter tout ce monde-là, peut-être qu'ils peuvent faire la politique de retraite de certains médecins qui sont en âge avancé pour essayer de le remplacer, mais ça doit être bien étudié. Parce que le remplacement ne se fait pas de senior à un senior par un junior. Alors là, vous allez voir maintenant un problème, l'impact sur la qualité. Et ça, c'est un pays de droit où un malade, ou du moins une complication, un décès, n'est pas naturel. Ouais. Donc, tout décès qui arriverait à l'hôpital, par exemple, fait l'objet d'une autopsie. Et on doit savoir la cause de décès. Et ça, quand c'est une négligence, le médecin, l'hôpital, le ministre de la Santé est traduit en justice. Et ce qui fait qu'il y a des dédommagements, il y a des pénalités qui sont appliquées contre le gouvernement. Et au point où, à l'heure actuelle, pour payer les dommages de négligence et tout ça, va jusqu'à l'ordre de 40% du budget de la santé. Et quand le budget de la santé est amputé de 40% de ses finances, la répercussion maintenant se fait maintenant sur l'employement, sinon le recrutement d'autres médecins, les salaires de médecins. Vous aussi, nous sommes arrivés à un moment où il y a eu des retards de paiement des salaires de médecins. Parce que c'est le même budget. Et le département des finances était obligé de venir au secours, suppléer le département de la santé. Ouais, donc ça... Ce qui aussi affecte en quelque sorte le fait qu'ils doivent envoyer leurs étudiants chaque année aussi pour étudier au Cuba. Et certainement que c'était sponsorisé aussi par le département de la santé. Oui, mais ça c'était au départ. Ça c'était un problème de départ. C'est-à-dire que quand il y a l'arrêt de l'apartheid, il faut dire comme ça, il fallait former les locaux parce qu'on n'avait pas assez, on a formé les locaux. Bon, je présume qu'il y a eu une planification dans la formation. Bon, cette formation-là devait aller de pair avec les besoins. Parce que vous n'allez pas former en excès sans tenir compte de vos besoins. Oui, sur le terrain. Oui, c'est ça. Alors, il faut pour balancer les choses, ça. Et puis, il y a aussi des départs de beaucoup de médecins de l'Afrique du Sud à l'étranger. Bon, ceux qui trouvent, même les Sud-Africains. Pour un problème de commodité, de salaire. Si au Canada, on offre 3 fois plus que ce que l'Afrique du Sud offre ici, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce mouvement-là de départ. Exactement. Alors maintenant, il faut combler maintenant ces postes-là. Combler ces postes avec les experts, ceux qui ont une certaine expertise. Oui. Vous comprenez? Parce que ça va de pair. Vous n'allez pas, évidemment, former, et ça c'est une parenthèse que je veux rapidement offrir. Le Cuba forme des médecins dans l'application de ce qu'ils appellent la médecine de famille. La pratique médicale en Afrique du Sud est trop avancée, surtout en ce qui concerne des urgences traumatiques. Il y a beaucoup de victimes, de violences et tout ça. Alors, ceux qui étaient formés de la famille médecine... un peu comme médecine générale chez nous? Médecine générale, oui, mais c'est le médecine de famille. C'est-à-dire que moi, je suis médecin, j'ai un groupe de familles que je suis en train de superviser, je connais la cartographie, je connais leurs problèmes. Quels sont leurs problèmes? Ils sont dans les maladies chroniques et tout ça. Ça, c'est facile à gérer. Mais les traumas, le traumatisme, les traumatisés, bon, ce sont les traumatisés de la route, il y a les violences sexuelles, violences physiques et tout ça.
il faut des gens qui sont capables de pouvoir répondre à ces questions-là. Oui. Alors, vous n'allez pas maintenant, il faut que ces gens-là, maintenant, soient encore reformés, qui viennent de Cuba. Reformés ici, oui. Et puis les mettre dans les conditions de pouvoir rendre les services. Okay. Parce que ces services ne sont pas rendus adéquatement, ça expose maintenant d'autres problèmes. Exactement. Donc bref, c'est un peu ça. Okay. Voilà. Alors maintenant, la menace qui viendrait de ce remplacement-là, ça serait quelque chose qui n'est pas assez coordonné. Bon, mais comme toujours, c'est un problème de budget. Le junior va coûter moins cher que le senior. Exactement. Alors, si le senior s'en va, peut-être qu'ils vont dire le salaire d'un senior peut peut-être servir trois juniors, oui. En ignorant que le senior-là a une expérience qui vous met à l'abri de pénalités ou de complications. Exactement. Exactement. Oui. Donc ça, il faut avoir fait peut-être une analyse dans la légalité pour savoir, mais écoutez, est-ce que nous apportons une solution à ces problèmes ici? Mais est-ce que ça arrive qu'avec le département de la santé, vous ayez des rencontres où vous échangez sur toutes ces choses dont nous parlons? Oui, non, bon, enfin, bon, il y a tout un système. D'abord, les médecins, nous sommes inscrits à l'ordre de médecins, mais nous ne sommes pas protégés par l'ordre de médecins. Okay. C'est difficile à comprendre, mais c'est simple. Vous pouvez nous aider à comprendre? Oui, oui, parce que vous êtes, pour exercer ici, oui. Vous devez absolument être inscrit à l'ordre de médecins. Bon, l'ordre de médecins sert de laboratoire pour l'État, parce que l'État est le gros employé de médecins. Du département de la santé, je veux dire. Oui. Alors maintenant, à l'ordre de médecins, il y a ce qu'on appelle la disposition de protéger la pratique médicale. Protéger le malade, protéger la pratique médicale. Pas le médecin. Okay. Même si nous sommes membres de cette corporation-là. Okay. Alors, quand il y a un problème, par exemple, toi, tu n'es pas content du service que je t'ai rendu, tu m'accuses à l'ordre de médecin. Et le médecin, l'ordre de médecin m'envoie maintenant l'information que vous êtes accusé par madame parce que vous ne l'avez pas bien soignée ou elle n'est pas satisfaite de votre service. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Vous voyez comment ça marche? Oui. Alors, c'est ça le grand problème que nous avons chez nous. Facilement on dit non, Babouma qui est noko. Bon, non, tu vois. Et ici, à côté de cela, ce qui rend ça vraiment assez difficile, c'est quoi? Les avocats aussi, ils sont là à la recherche des cas comme ça. Si toi, tu apportes des problèmes à l'ordre de médecin, eh ben, les avocats disent, oh, mais tiens, il y a un cas là-bas, il y a une femme. Les avocats s'empressent pour prendre ce cas-là. Et maintenant, ils documentent ça. Est-ce que vous aimeriez aussi un peu que ce genre de système existe chez nous en RDC? Ça a amélioré la qualité des soins. Merci, docteur. Ça a amélioré la qualité des soins. Parce que chez nous, là-bas... Parce que si aussi évolué que la médecine sud-africaine est, il y a encore des erreurs. Je peux même te donner une référence. Hein. Okay. J'ai lu ça. Je me suis suffisamment documenté sur ce problème-là au point de me dire, mais tiens, comment on peut l'amener chez nous? Voilà. Exactement. Ça, c'est la médecine légale. Okay. C'est écrit par un compatriote congolais. Il s'appelle Thierry Benjamin Kayoum. Okay. C'est un juriste. Et en le lisant, il dit, nous sommes encore au stade où les médecins sont considérés comme étant des intouchables. Nous sommes encore à ce stade-là. Tu comprends? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à où les Sud-Africains sont? C'est le système. C'est le système. Il faut que la loi d'abord soit rendue accessible à tout le monde. Il faut une bonne vulgarisation des campagnes de formation des gens et tout ça, de manière à ce que les gens, les bénéficiaires, qui sont les agents de l'État, qu'on connaisse et soient au courant de leurs droits. Okay. Mais quand on arrive à ce niveau-là, maintenant ça va commencer à faire réfléchir les gens, les actes que je vais poser. Ils peuvent m'exposer aux poursuites. Et pour clore,
ce numéro, docteur, un message à la RDC par rapport à votre domaine d'expertise. Vous y allez, vous revenez, vous faites la comparaison. Quelle est l'urgence dans votre domaine en RDC? Nous avons beaucoup de défis, qui demandent des réponses, des solutions. Mais il ne faut pas croire que les solutions vont venir du jour au lendemain. Exactement. Il faut d'abord, revoir pratiquement des secteurs qui posent beaucoup de problèmes et faire un plan stratégique. Bon, on dit qu'il faut le cahier de charge. J'ai identifié par exemple quelque chose de simple. On parle de Mbassou. Le Mbassou, par définition, c'est quoi? C'est une plaie chronique. Bon, qui généralement affecte les membres inférieurs. Bon, c'était un mot générique, mais qui englobe beaucoup de facteurs dedans. On peut être diabétique, on peut être hypertendu, on peut avoir un problème vasculaire, on peut avoir aussi ce qu'on appelle l'ulcère de Bureli. Bon, il y a aussi, bien sûr, on parle de maladies tropicales de la peau. Bon, on a étiqueté Mbassou et tout ça. Bon, maintenant, il faut trouver les solutions. Parce que c'est un problème réel qui affecte la communauté. Bon, il y a aussi des croyances derrière. On dit que non, Babouak est lié. Bon, il y a 1000 reines et tout ça. Nous, en tant que professionnels de santé, si on a identifié une cause, on doit évoluer vers la solution. Il y a des solutions qui sont proposées. Malheureusement, ces solutions-là, parfois, sont coûteuses. Maintenant, dans la médecine de masse, la plaie doit être soignée. Et il y a les méthodes simples de soins de plaie. Il y a ce qu'il faut utiliser comme produit. Alors, si le produit s'avère efficace contre ce qu'on appelle les microbes, et si dans le diabète, il y a le sucre, tout ça peut avoir un certain protocole de travail. On dit, non, voilà, dans le cas d'espèce ici, nous avons ça. Dans ce cas ici, nous avons ça. C'est que les Anglois ont fait des pôles ici. Et maintenant, quelles sont les dispositions sur le terrain qu'on doit prendre? L'État a sa responsabilité, bien sûr. Bon, d'accord. Dans le cadre de soins de santé universelle, nous devons avoir un protocole qui s'appliquerait par rapport au Mbassou. Dans ce protocole-là, maintenant, on réunit les scientifiques. On dit, bon, vous qui êtes concernés, vous qui avez la compétence de pouvoir résoudre ce problème-là, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Oui. Voilà. Si le domaine privé dit non, on applique le laser, bon, ça va, c'est bien. Si cela peut être accessible à tout le monde, ça c'est un problème de santé publique. Bon, moi, avec ma petite expérience, je me suis dit, tiens, ici, nous utilisons tel produit pour l'ulcère de Bureli, qui a montré son efficacité. J'ai dit, bon, ça va, moi, je contacte des personnes qui sont sur place là-bas, qui ont une expérience dans ça. On discute. Je dis, écoutez, moi, j'ai ce produit ici, est-ce qu'on peut entrer avec? On dit, oui, ça va, si ce produit a montré son efficacité, dans ces conditions-là. Alors, il faudra l'enregistrer et tout ça. Comme ça, ça rentre dans l'évolution même de prise en charge et tout. Alors, c'est à quoi je suis maintenant à télé. Je dis, mais tiens, il y a les médecins qui sont sur place. J'ai parlé au médecin, je dis, bon voilà, ce produit-ci a produit a démontré son efficacité dans telles conditions. Mais cette condition semble être un peu spécifique à vous ici, nous n'avons pas d'Afrique du Sud. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que nous puissions étudier ça avec ça? Alors on me dit, non, bon voilà, il y a le comité d'éthique, il faut faire ça. Il y a aussi dans ces démarches-là, il y a la partie, ce qu'on appelle la partie expérimentale. Oui. Ouais, la partie expérimentale, on dit que ça va, on va prendre une dérogation spéciale pour savoir. Bien sûr que le produit ne doit pas être toxique. Il ne doit pas exposer les gens à des complications. Bon, si ce produit est enregistré ici, et qu'ici on a démontré que ce n'est pas toxique et tout ça,
Bon, c'est question d'avoir un docteur. Aussi, bon, voilà, je suis à ce stade-là. Oui. J'ai fait mon expérience, c'est comme ça que j'y vais, pour savoir. Bon. Si cela après une observation d'un certain nombre de cas, parce qu'on fait signer aux malades de conservateurs, nous avons utilisé tel produit chez vous, ce produit-ci est enregistré là-bas, et que nous allons utiliser. Et si les résultats sont bons, on me dit, maintenant, écoute, ce produit-là, dans une étude menée pour ces malades ici qui ont consenti de pouvoir rentrer dans ces protocoles-là, a montré de bons résultats. Maintenant, à partir de là, maintenant, on me dit, mais tiens, s'il y a un symposium de médecins, on dit, bon, on va les présenter. Et puis, si les gens en aident, posent des questions, et tout ce type de, voilà, notre expérience avec ce groupe de malades ici, cet échantillon, a démontré l'efficacité de ces produits. Alors, mais la conséquence, c'est quoi? Ce sont les médecins qui vont se dire, mais tiens, mais si cela a démontré, est-ce que le département de pharmacologie ou de pharmacie a accepté ça? Est-ce que la structure, le côté commercial a accepté ça? Bon, allez. Si c'est OK, allez. On peut maintenant amener ces produits. Ouais. C'est ce que je fais ici, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de produits qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre, étant un honoraire de la société sud-africaine de plaies. Quand j'étais encore à l'État, beaucoup de produits venaient à cet hôpital-là. J'ai discuté avec le comité administratif de l'hôpital. Voilà. On dit, bon, ça va, c'est conforme. Allez. C'est question seulement que je prouve, que je démontre que ce produit-là est efficace par rapport à la littérature, par rapport à ce qui a été fait ailleurs. En tout cas. Et quand c'est accepté, maintenant, même le secteur privé l'adopte. Il donne un code, il discute des prix, tout ça, et puis c'est parti. C'est l'élément de confiance d'abord qui s'est établi. De deux, on ne peut pas accepter n'importe quoi. Exactement. Ouais. Et puis de trois, maintenant, il faut se conformer à la loi. Et quand c'est comme ça que si ce produit s'avère efficace et tout, le reste des choses, c'est quoi? Le coût qui va faire les frais de ça. Comment rendre ça disponible? Merci beaucoup. Ça, c'est l'autre stade qui jusque-là est au laboratoire. Merci beaucoup. Un grand merci. Je pense de la part des Congolais aussi, parce que notre grand vœu en venant ici les 2 dernières fois, c'était dans l'espoir de ramener tous les cerveaux qu'on a perdus du Congo vers l'Afrique du Sud pour que nous puissions quand même bénéficier aussi en RDC de l'expertise et de tout ce que vous avez appris ici, parce que le Congo en a grandement besoin. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège de s'offrir un voyage pour venir vous chercher de ce côté en Afrique du Sud. Merci d'aller le rendre au pays. En tout cas, nous en sommes très grés. Et un dernier mot, juste pour dire. Un dernier mot, c'est que, bon, il y a aussi beaucoup d'autres médecins qui vont. Hein? En tout cas, en orthopédie, merci beaucoup. Oui, en orthopédie, je sais, il y a aussi la chirurgie de ORL. Il y a aussi la gynéco. Il y a déjà cet élan-là. Merci beaucoup. Mais le secteur, c'est le secteur public qui n'a pas. Moi, j'ai participé à une campagne. Bon, comme ça s'est fait, il y a Opération Smile qui a fait ça aussi. Il y a eu une initiative aussi à l'hôpital Saint-Madeleine où nous avons été pour la chirurgie plastique de reconstruction. Ce sont des initiatives qui sont, qui ont comme but d'abord, de pouvoir monter au grand public. Qu'il y a des choses qui sont possibles, qui sont maintenant disponibles. Quoique ce sont les moyens peut-être qui manquent à tout le monde. Bon, enfin, les moyens pour rendre ces opérations accessibles. Non, je crois que ce dont vous avez parlé tout à l'heure, les infrastructures, les moyens et le budget, enfin les moyens, le budget, mais le personnel aussi que vous êtes. Vous êtes ici. Ça nous apporte et vous n'êtes pas loin, vous êtes juste à des coups de fil et c'est facile de vous retrouver si jamais le pays a besoin de vous. Alors là, merci docteur, on vous remercie de votre précieux temps. On ne vous prend pas trop longtemps de votre temps. Merci beaucoup docteur. Merci beaucoup pour la visite.
Merci. Si l'information peut être partagée, que cela puisse encourager l'homme politique. Et on peut vous contacter à quel numéro, docteur? Oui, mon numéro, je vais le rendre disponible à vous. Merci. C'est vous qui passez. Alors, ça, c'est moi là, quand vous passez un filigrane là-bas, le docteur vous dit ça. Merci beaucoup, docteur. Et merci à vous qui avez suivi. Le rendez-vous est pris à très prochainement. Au revoir. Au revoir. babungisi elikia balobaka yango kongwangwe kobonga mokolo nini biso bayi tocela yo elikia tolobi heureux ceux qui croient sans avoir